En République démocratique du Congo, la tension monte d'un cran entre l'opposition et le pouvoir. La Cour constitutionnelle a validé la loi sur le référendum ouvrant potentiellement la voie à une révision constitutionnelle et un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. La coalition article 64 rejette catégoriquement cette décision et appelle à une grande mobilisation le 15 août. Alors que signifie cet appel? Bonjour, Prince Epingué, vous êtes le porte-parole de la coalition d'opposition Lamuka dirigée par Martin Fayoulou, président du parti ADD Congo, Action pour la démocratie et le développement au Congo, et puis l'un des porte-parole et cofondateurs également de la coalition Article 64. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast Sans filtre. Merci de l'invitation, madame. Alors, la C64 donne rendez-vous aux Congolais le 15 août pour marquer donc une opposition massive à la loi référendaire qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Que préparez-vous concrètement? Nous sommes en pleine mobilisation populaire. D'abord, au niveau du Congo profond, à Kinshasa comme dans toutes les provinces, nous sensibilisons et mobilisons le peuple. Au niveau de la coalition Lamuka, au niveau de l'ADD Congo et au niveau de la C64, la mobilisation est tout azimut. Au niveau de la diaspora, je me trouve maintenant à Bruxelles où je suis en train de sensibiliser, mobiliser principalement la diaspora congolaise en Europe et également la communauté internationale. Le Congo est au bord du précipice. La loi Ngondankoy, si le référendum est une loi qui viole notre constitution. Et donc, nous ne pouvons pas accepter ou tolérer que cette loi soit appliquée. Nous mobilisons parce que le peuple ne veut pas de cette loi. La seule mission que M. Tshisekedi a donnée à ses députés et à M. Ngondankoy, c'est d'échafauder une loi à sa taille et selon ses ambitions pour obtenir un troisième mandat contre la volonté du peuple telle qu'exprimée dans la Constitution, notamment à son article 220, qu'il veut à tout prix déverrouiller. Mais que préparez-vous le 15 août? À quoi faut-il s'attendre? S'agit-il de l'expiration d'un ultimatum pour la convocation d'un dialogue inclusif sous l'égide des églises ou le lancement d'une vague de désobéissance civile, de manifestations de roues sur tout le territoire? Comme vous le savez, madame, nous avons commencé une série d'actions. Et je voudrais ici préciser que la C64 est créée pour défendre la Constitution. Nous avons organisé une ville morte qui avait réussi dans tout le pays. Et ensuite, un sit-in qui a été sauvagement, attaqué par le régime Tshisekedi. Après, nous avions appelé la population à une marche qui a été mis au frigo suite à la demande du président burundais et président négocié de l'Union africaine. Et ensuite, il y a une deuxième marche. Celle-là aussi a été mise dans le tiroir momentanément suite à la demande des pasteurs de l'Église catholique et c'est de l'Église, c'était les deux plus grandes églises du Congo. Maintenant, nous avions donné ce qu'on peut qualifier de deadline. Nous avions dit d'ici le 15, nous voulons voir des gestes d'apaisement. Qu'est-ce que nous appelons gestes d'apaisement? Parce que nous sommes dans la rue pour défendre la Constitution, parce que nous sommes dans la rue pour exiger le respect de la Constitution, nous voulons que du côté de Tshisekedi, qu'il renonce au changement de Constitution, qu'il renonce au tripatouillage des lois du pays. Malheureusement, depuis la date de notre report, plutôt du report de notre manifestation du 22, le camp Tshisekedi a continué à multiplier les actes de provocation. Mais nous avons refusé de céder à cette provocation-là. Nous avons maintenu la date du 15 août. En toute responsabilité, nous entendons que le 15 arrive
nous allons nous réunir au sein de la C64, nous allons évaluer pour voir si, entre-temps, il y a eu des signaux forts d'apaisement. S'il n'y en a pas, nous allons fixer un nouveau cap et nous allons annoncer... Quels sont ces signaux notre d'apaisement recul sur le terrain. que vous attendez, dans la mesure où Félix Tshisekedi a aussi appelé à un dialogue inclusif? Alors, il y a un débat autour, effectivement, de ce dialogue inclusif. M. Tshisekedi a toujours géré le pays par défi. Personnellement, je ne crois pas trop à son appel au dialogue. D'autant plus que depuis que l'appel a été lancé, on a l'impression que nous devons suivre cette demeure, nous devons nous plier à sa volonté. Nous, d'ici le 15, si le dialogue n'est pas convoqué, si son cas ne démontre pas suffisamment qu'ils ont renoncé à cette volonté suicidaire de changer la Constitution, nous serons obligés de descendre dans la rue, d'appeler le peuple à reprendre les manifestations dans tout le pays, dans la diaspora, pour exiger que la Constitution soit respectée. Donc, cet appel à une mobilisation massive le 15 août, est-ce un appel à braver l'interdiction de tous les rassemblements publics, manifestations politiques dans la ville de Kinshasa ainsi que dans 3 autres provinces? C'est une interdiction officiellement motivée par la prévention de l'épidémie Ebola. Madame, c'est une décision politiquement motivée. Du reste, au moment où je vous parle, l'IDP s'organise, les partis présidentiels, entre guillemets, organisent des manifestations à Kinshasa toutes les semaines et tout le mois. C'est une politique de 2 poids, 2 mesures. À Kinshasa, les matchs de football se jouent. À Kinshasa, nous sommes pendant le moment des vacances. Il y a des festivités partout. Les églises sont bondées. Du reste, c'est les médecins qui doivent donner un avis par rapport à l'expansion de la maladie à virus Ebola. Jusque-là, les médecins nous ont dit qu'à Kinshasa, il n'y a aucun cas de virus Ebola. Vous voyez, M. Tshisekedi s'est promené partout à travers le pays et on oblige les enseignants, les fonctionnaires de l'État d'aller l'accueillir dans les aéroports. Il n'y a pas Ebola. Seulement quand l'opposition veut marcher, tout à coup, on invente ce type de prétexte. Nous ne céderons pas à ces chantages-là et aux intimidations. La Constitution donne le droit de la défendre et nous allons nous en tenir. Mais face aux interdictions de manifester, au risque aussi de répression, ne prenez-vous pas le risque d'exposer les populations à un affrontement direct avec les forces de l'ordre, sans garantie d'ailleurs d'obtenir gain de cause? Je vous fais remarquer, madame, que toutes les manifestations organisées par la C64 ou par la Mukawane de Congo, nous prenons les soins d'écrire à l'autorité urbaine, conformément à l'article 26 de notre Constitution. Donc, nous qui appelons au respect de la Constitution, nous ne pouvons pas nous permettre de violer les dispositions pertinentes de la même Constitution. Par contre, c'est à ceux qui sont au pouvoir de remplir les pas d'obligation constitutionnelle. La Constitution dit, quand on saisit l'autorité prend les mesures pour nous encadrer. Ils ont suffisamment de moyens pour encadrer nos manifestations. Et du reste, personne ne peut perdre la vie en défendant la Constitution ou se conformant à la loi. Mais quelles sont les garanties d'une mobilisation pacifique? De notre côté, l'obligation est d'écrire à l'autorité compétente de la juridiction où la manifestation est prévue. De l'autre camp, donc du camp du pouvoir, ils ont l'obligation d'encadrer. C'est tout simplement. C'est prévu par la Constitution. Donc, on ne demande pas au pouvoir d'aller décrocher la ligne pour les Congolais. Les Congolais veulent manifester dans tout le pays. Dans la mesure où vous lancez cet appel et vous allez organiser cette mobilisation, est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité? Est-ce que vous vous dédouanez pas par avance d'éventuels débordements? Le débordement, madame, c'est le mot qui sort de la bouche de ceux qui gouvernent par défi.
le droit de manifester est garanti par la Constitution. Vous ne pouvez pas nous criminaliser parce que nous exerçons, nous tirons profit d'une disposition pertinente de la Constitution. Ici, il faut tout simplement appeler ceux qui ont les rênes du pouvoir à faire leur boulot, à envoyer la police, pas avec des kalachnikovs, pas avec des machettes, et surtout à mettre en garde le régime Tshisekedi qui a créé une milice qu'on appelle la Force du Progrès, qui tape, qui tue, qui viole, qui brûle les sièges des partis politiques lors des manifestations. Donc ici, Mais est-ce que ces propos que vous tenez ne sont pas une provocation? non, ce Quand vous sont des utilisez faits. des termes, vous associez les forces de l'ordre aux machettes et aux kalachnikovs. Est-ce que ça, c'est pas de la Mais provocation? non, c'est une vérité, madame. Vous avez assisté à notre manifestation du 12 juillet dernier. Vous avez vu la police, que j'ai vu le qualité de national, être des mèches en connivence avec la milice Force du Progrès de l'IDPS qui s'est attaquée à mon siège, au siège de mon parti ADD Congo, qui a tout saccagé, qui a tout pillé sur le boulevard Triomphal. Vous avez vu les sièges d'autres partis politiques pillés. Vous avez vu des victimes de pertes en vies humaines. Vous avez suivi les communiqués des Nations Unies. Vous avez suivi les communiqués de l'Union africaine, des Human Rights Watch, qui ont condamné la violence, qui ont condamné la complicité ou l'entreprise criminelle qu'il y a entre la police et la milice politique de l'IDPS Force du Progrès. Donc ici, je ne fais que restituer les faits. Et quand les faits sont là, il n'y a pas de débat. Mais clairement, votre message en vue du 15 août de cette mobilisation, c'est une mobilisation pacifique. Vous appelez vos militants à marcher pacifiquement pour exprimer la contestation? Toutes nos manifestations sont pacifiques par nature, madame. Nous sommes dans la rue pourquoi? C'est pour appeler à la défense de la Constitution, au respect des textes. Donc, nous sommes des légalistes, nous sommes des patriotes. Tout ce que nous voulons rappeler à M. Tshisekedi, qui du reste est un frère congolais, c'est qu'il est arrivé au pouvoir par des mécanismes détournés. Il est à son 8e année au pouvoir. L'article 220 dit que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est à son 8e année, que dans 2 ans qu'il termine son mandat, qu'il organise les élections et qu'il s'en aille. Malheureusement, M. Tshisekedi veut devenir président à vie. C'est que la Constitution ne prévoit pas. Donc, nous ne sommes pas dans la rue pour la violence. Au contraire, nous appelons à l'apaisement. À des reprises, on a reporté nos manifestations. C'est un signe de bonne foi. C'est un signe d'apaisement. Mais est-ce que de l'autre côté, vous êtes des observateurs avertis, vous êtes des médias, vous voyez les actes que nous posons. Ceux qui veulent faire un coup d'État, ceux qui veulent appeler au soulèvement, ceux qui veulent une rébellion, ne peuvent pas reporter les manifestations successivement à des reprises. Ça veut dire que nous sommes dans une démarche purement démocratique. Le pouvoir vous accuse d'accentuer la pression politique à Kinshasa au moment où la République démocratique du Congo fait face au M23, à l'Alliance du fleuve Congo, l'AFC, de Corneille Nangaa, et à des menaces de balkanisation, de partition, récemment relayées dans un rapport de l'ONU. On entend même dans les rangs de la majorité des soupçons de complicité entre votre coalition et ces mouvements armés. Que répondez-vous à ceux qui estiment que votre démarche affaiblit de facto l'État en plein conflit actuellement? Oui, madame, il y a une rébellion qu'au sein de la MOUCA, au sein de la DD Congo et au sein de la C104, nous condamnons. Parce que nous sommes foncièrement patriotes et démocrates. La Constitution ne reconnaît pas la rébellion. Donc, toute rébellion, d'où qu'elle vienne, nous la condamnons et nous la combattons. J'ai été dans la rue plusieurs fois pour soutenir l'armée, soutenir et condamner la rébellion et condamner le génocide congolais. Mais ce que dit à cette matière n'a pas de leçon à nous donner. Tant avec ces mêmes rebelles, il a coopéré longtemps. Tant avec les mêmes rebelles, ils ont flirté. Voyez-vous?
Donc, nous n'avons pas de leçon de patriotisme à recevoir de M. Tshisekedi. Parce que quand nous condamnions la rébellion, quand nous dénoncions son tandem politique avec ces mêmes rebelles à l'époque où les pays qui soutiennent ces rebelles-là, le Rwanda, M. Tshisekedi ne voulait pas nous écouter. J'ai été arrêté, moi, Prince Epenge, parce que j'ai dénoncé certains agissements du Rwanda. Deuxièmement, nous ne sommes pas en complicité avec le M23. La C64 a été créée par des partis politiques enregistrés, reconnus par l'État et qui fonctionnent en toute légalité. Monsieur Kabila, donc, question ici. Mais dans quelle mesure, Prince Epinguet, êtes-vous aujourd'hui dans une posture de responsabilité en tant qu'opposition congolaise? Où fixez-vous la frontière entre opposition politique et déstabilisation sécuritaire? Mais nous contribuons au rétablissement de la paix au Congo. C'est nous. Posez-vous la question. C'est ce qu'il parle du dialogue aujourd'hui. Mais ça fait 3 ans que nous battons les pavés à Kinshasa et à l'extérieur. Nous étions à Kinshasa, on a fait des marches, on est allé aux États-Unis, on a mobilisé la diaspora partout pour dire nous devons aller au dialogue. Mais c'est ce que dit appeler toutes sortes d'armées et de miliciens au Congo pour combattre. Ça n'a pas marché. Il a sillonné le monde entier. Il a visité toutes les capitales du monde pour demander la paix. Il ne l'a pas eu, la nuit comme le jour. Mais nous avons compris que seul, il ne pourra pas. Parce qu'on aime les pays. Il faut abréger la souffrance d'un frère du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Les dialogues et le cadre idéal. Prince Epinguet, pour terminer sur le volet Joseph Kabila, vous rappelez souvent que la plupart des figures de la coalition C64, que ce soit Martin Fayulu, Katumbi, Sesanga, se sont historiquement battus contre Joseph Kabila lui-même lorsqu'il cherchait à se maintenir au pouvoir avant 2018. Le camp de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, et les leaders de la C64 aujourd'hui partagent le même objectif prioritaire, c'est-à-dire bloquer toute révision de la Constitution, s'opposer à un éventuel 3e mandat du président Félix Tshisekedi. Donc, rejetez-vous fermement toute alliance de circonstances avec le camp Kabila? On n'a pas besoin d'être alliés pour défendre la Constitution. On n'a pas besoin d'être alliés pour défendre la vérité. Madame, même vous, là où vous êtes, si vous êtes congolaise, vous allez défendre la Constitution. Vous n'avez pas besoin d'être à Kinshasa. Vous n'avez pas besoin d'être ami à Prince Epinguet. Même comme africaine, comme citoyen du monde, vous savez, les valeurs de démocratie, de paix et dignité, ce sont des valeurs universelles. Pouvez-vous garantir qu'il n'y a pas de discussion secrète entre des membres de la coalition C64 et le camp de Joseph Kabila? Est-ce que vous maîtrisez la base? D'abord, nous sommes libres, et c'est un droit même qui nous est reconnu par la Constitution, de discuter avec tout autre Congolais qui veut contribuer au rétablissement de la paix. Voilà pourquoi nous étions même allés voir M. Félix Tshisekedi. Alors que vous savez, ce qui s'est passé entre nous, notre camp de la Mouka et M. Tshisekedi, comment la victoire de Fayulu a été donnée à Tshisekedi. Mais malgré cela, nous avons dit, la paix ne se fait qu'avec l'adversaire. Même avec M. Kabila, nous pouvons discuter. Tant que pour la paix, tant que pour garantir l'intégrité du pays, parce qu'aujourd'hui, si le M23 menace l'unité du Congo comme État, M. Tshisekedi aussi menace l'unité du Congo dans son projet d'obtenir un 3e mandat que la Constitution ne prévoit pas. Madame, donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous mettez au même niveau aujourd'hui Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, en sachant que le dernier rapport de l'ONU a révélé la complicité entre Joseph Kabila, Corneille Nangaa et aussi la restructuration de l'alliance Fleuve Congo en préparation avec un possible changement de nom et la possibilité que Joseph Kabila obtienne d'ailleurs un rôle politique très important au sein de cette nouvelle reconfiguration. Nous partons du paradigme d'après lequel, par exemple, les dialogues que nous demandons,
Ce n'est pas pour aller chercher qui est sorcier et qui est saint. Il s'agit de voir dans chacun des acteurs des personnes capables d'apporter leur part pour que le Congo retrouve son unité, que le Congo retrouve la paix. Évidemment, tout le monde a péché et chacun doit porter sa part de responsabilité devant le peuple et devant la nation. Il est vrai, comme je l'ai dit, nous condamnons la rébellion. Si M. Kabila y est pour quelque chose, nous ne pouvons que condamner. Mais nous pensons en même temps que M. Tshisekedi a une part de responsabilité, M. Kabila a une part de responsabilité, M. Nanga y compris, que chacun doit se mettre au-dessus de la mêlée. Et nous devons comprendre que par nos actes, on a mené le pays dans le précipice et que chacun doit aujourd'hui comprendre que le Congo est notre bien le plus précieux. Renoncer à ces actes qui nous ont mis qui nous poussent à nous regarder à chaque défaillance et mettre à profit les paix d'intelligence que nous avons pour retrouver l'unité et libérer notre pays. Mais prenez-vous au sérieux le projet de partition dénoncé dévoilé dans le dernier rapport onusien et si cette partition venait à se confirmer, en tout cas ce projet, cette intention de la part du camp de Joseph Kabila, la C64 est-elle prête à soutenir le pouvoir de Kinshasa pour préserver l'intégrité territoriale de votre pays? La C64 est prête à soutenir le Congo. La C64 ne soutiendra pas un individu. La C64 est prête et c'est pour cela qu'elle a été créée. Mais là, j'évoque l'intégrité territoriale de votre pays, Monsieur Epangué. Ne voyez pas, M. Tshisekedi comme une institution. C'est un Congolais qui a des droits et des obligations. Ici, je vais rappeler son obligation, c'est de faire en sorte que les Congos ne soient pas balkanisés. Or, par les actes qu'il pose, par exemple aujourd'hui, en tendant les pieds pour le dialogue, en refusant de renoncer au projet d'un troisième mandat, M. Tshisekedi contribue à balkaniser le pays. De la même manière que nous disons à M. Nanga qu'il doit renoncer à cette rébellion qui risque d'amener le Congo dans une voie de sa partition. Donc, nous restons équidistants de ce côté-là. Mais pour le reste, madame, nous voyons les dangers. Les dangers de la balkanisation est réel. Vous savez que le Congo, le pays est divisé depuis presque 4 ans maintenant. Il y a 8 millions de déplacés internes. Nous avons 26 millions de Congolais qui n'ont pas à manger. Nous avons en Ituri des morts toutes les semaines suite aux machettes et aux kalachnikov des ADF Nalu qui ne tuent jamais chez en Ouganda, mais qui massacrent, qui pillent, qui torturent, qui violent nos mamans. Et nous avons Bandundu une instabilité quasi permanente. Donc, le Congo est devenu un grand corps malade. Il est temps que M. Tshisekedi puisse comprendre cela. Il est temps. Mais quel est le positionnement? Parce qu'on a du mal quand même à saisir. On a du mal à saisir le positionnement de la C64 face justement à cette connivence dans l'est du pays entre l'AFC, Joseph Kabila, les forces rwandaises, le M23. Quel est concrètement le positionnement de la C64? Je ne sais pas quelle est la difficulté que vous éprouvez, madame. Là, il n'y a pas plus clair que la C64, que la Mukouade de Congo. Personne ne peut être aussi clair et aussi tranché. Nous disons que nous condamnons toute rébellion. Nous condamnons toute agression. Nous condamnons tout projet qui veut transformer le Congo d'une république à un royaume tel que Tshisekedi le prévoit. Nous disons que M. Tshisekedi renonce au troisième mandat, que ceux qui ont les armes M23 renoncent aux armes, que Kagame se retire de notre pays, que nous allions autour de la table, que nous puissions nous réconcilier et par la voie de la réconciliation, récupérer les territoires occupés et organiser les élections alors justement, puisque vous parlez de réconciliation, justement, vous parlez de réconciliation, que signifie une réconciliation aujourd'hui?
en République démocratique du Congo. Est-ce que la C64 est favorable à des négociations directes avec le M23, l'AFC? Nous disons, tout le monde doit être autour de la table. Il n'y a pas que ceux-là que vous avez cités. Il y a aussi les Mobondo, Obandundu. Il y a aussi ceux qui sont du côté de la province orientale. Il y a les Maï-Maï. Tous ces groupes rebelles. Il faut qu'une fois pour toutes, madame, que l'on règle la question et qu'on prenne les précautions pour qu'on ne rechute plus, madame. On ne peut pas prendre les mêmes et recommencer. On ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et demain, nous aurons besoin encore de nous asseoir autour de la table. Et il faut régler aussi la question des élections, madame. Il faut que tout le monde prenne part. Nous devons régler la question une fois pour toutes, que tous ces groupes armés, il faut chercher à comment les éradiquer, pas avec la force, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de l'État. Il faut refaire l'armée. Il faut fonder une nouvelle politique en matière de la défense nationale. L'État. Et justement, quelle est votre appréciation de l'accord de reddition annoncé par Kinshasa, reddition des FDLR dans l'Est? Écoutez, la question des FDLR est avant tout une question rwandaise. Les FDLR, je précise, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Oui, les FDLR aujourd'hui, nous considérons, c'est devenu un mythe, et voire même un prétexte. Vous savez que les Rwandais ont occupé notre pays plusieurs fois. Et très souvent, c'est dans les zones où les FDLR sont supposés exister. Mais jamais... Et je précise que le Rwanda accuse d'ailleurs les forces armées régulières congolaises de collaborer avec les FDLR. Voilà. Nous ne pensons pas. Et donc, il faut chercher à couper ces prétextes-là une fois pour toutes. Nous pensons qu'il faut chercher la paix avec les Rwandais. Parce que nous ne saurons jamais prendre un couteau et couper le Rwanda de la carte d'Afrique, là où il est, pour l'envoyer en Asie mineure, où le Rwanda ne pourra jamais, quoi qu'il fasse, arracher le Congo, les géants Congo, là où il est, sur la carte d'Afrique, et l'amener à... Juste avant d'évoquer cette paix que vous recherchez avec le Rwanda, votre appréciation de cet accord de reddition. Vous saluez cet accord? Je ne crois pas à cet accord parce que il s'est fait dans l'hypocrisie. En réalité, M. Kagame a une logique, il y a une logique économique et une logique de domination dans ces multiples entrées au Congo. Il faut tout simplement avoir des autorités capables de dire à Kagame que nous pouvons coopérer de manière civilisée entre le Congo et le Rwanda. D'ailleurs, ces deux peuples ont toujours vécu ensemble et ils se marient. On ne devait pas se regarder comme ennemis, mais comme des pays voisins. Nous devons chercher la paix. On connaît l'histoire. Mais en tenant ces propos, vous ne craignez pas finalement que l'on dise la C64 est soutenue par le Rwanda et cherche le soutien du Rwanda en vue des prochaines échéances? Madame, nous sommes des Lumumbistes. Les Lumumbistes sont des patriotes. Non, un Lumumbiste ne peut pas être manipulé, ne le sera jamais. Par contre, l'idéal pour nous, c'est pas de rester en guerre en permanence avec le Rwanda. L'idéal, c'est de chercher la paix. Une paix qui puisse amener au développement de la frontière et des populations qui vivent le long de nos frontières. Voyez-vous, avant l'arrivée de Kagame, les Congo et le Rwanda vivaient en paix. Mais c'est la parenthèse Kagame qui a posé problème. C'est Kagame pense que le Congo, il voit le Congo comme étant des terres vacantes qu'il faut récupérer, ce qui n'arrivera jamais. Kagame rêve donc de dominer le Congo. Si on se projette, cela signifie que le futur candidat de la C64, futur candidat de l'opposition que vous représentez, aura une main tendue vers Paul Kagame? Non, il s'agit d'abord de dire à Paul Kagame, espérons qu'il sera toujours là quand il sera au pouvoir, espérons qu'il ne sera plus là plutôt, de dire à Kagame que nous voulons la paix dans la sous-région, qu'il a intérêt, le Rwanda a intérêt à être en paix avec le Congo et le Congo a intérêt à être en paix
avec le Rwanda. Que la stratégie de pillage systématique des richesses du Congo est une stratégie qui ne peut pas perdurer et qui ne réussira jamais. Au contraire, il y a des conséquences. Il y aura le retour du manivelle tôt ou tard. Donc c'est ça la logique. Comme on vit en paix avec le Congo-Brazzaville, avec la Tanzanie, avec le Burundi, pourquoi il n'y a que la frontière, les noms de mais cela frontières? signifie quoi concernant l'impunité dans l'Est parce que vous savez que Kinshasa a saisi la Cour internationale de justice de La Haye et a déposé une plainte contre Kigali. Écoutez, il y a eu des atrocités commises par les Rwandais à l'est de notre pays. Il n'y aura jamais de paix sans justice. Nous pensons que la justice doit passer par là. Réconciliation ou pas? Donc ça veut dire que Paul Kagame doit rendre des comptes? Écoutez, j'ai dit que il faut lui tendre la main ou il doit rendre des comptes? Tout celui qui a commis des atrocités à l'est du pays doit en répondre. Vous savez qu'avec l'Ouganda, nous étions dans des tribunaux à l'extérieur et qu'il y en a qui rendent des comptes. Et tout pays voisin qui va s'amuser à attaquer le Congo, à tuer son peuple, comme maintenant là, on le fait en Ituri, on chakite nos populations, on viole nos mamans en Ituri, on viole nos mamans au Nord Kivu, au Sud Kivu. Chacun devra rendre des comptes. L'État n'efface pas les crimes. Mais au-delà de cela, nous disons, il est important que l'on vive en paix avec les Rwandais, avec les Burundi. Pourquoi il n'y a que la frontière entre le Congo et le Rwanda qui pose problème? Mais avec le Congo-Brazzaville, on en est pays voisins. Pourquoi il n'y a qu'avec les Rwandais? C'est parce que la logique de Paul Kagame est une logique dangereuse. Mais nous pensons qu'il doit comprendre cela. C'est dans l'intérêt. Nous sommes tous des pays africains. Nous sommes tous des humains et que personne ne peut être content. On a condamné le génocide du Rwandais. Mais aujourd'hui, tout le monde entier doit se lever pour condamner le génocide congolais. Il y a eu plus de 15 millions de morts au Congo. Voyez-vous? Et il y a des pays qui tolèrent cela. Nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi les deux. Et quel bilan faites-vous de l'accord de paix sous l'égide des États-Unis? L'accord de paix, c'est vous qui l'appelez l'accord de paix. Nous l'appelons un accord purement économique qui visait à satisfaire les intérêts des particuliers dans cet accord. D'ailleurs, les résultats sont là. Il y a statu quo sur le terrain. Et les populations continuent à mourir. Nos territoires sont toujours occupés. L'armée rwandaise est toujours au Congo. Le Congo est toujours en état de faiblesse systémique. Donc, c'était un accord déséquilibré. Nous l'avions dit et nous continuons à le dire. Voilà pourquoi le dialogue national inclusif est un cadre qui peut apporter des solutions durables et irréversibles pour notre pays. Alors, s'agissant de la validation, pour terminer, par la Cour constitutionnelle de la loi référendaire sur la révision constitutionnelle ouvrant la voie potentiellement à un troisième mandat de Félix Tshisekedi, vous qualifiez l'arrêt de la Cour constitutionnelle de nul et non avenu et de complot contre l'ordre constitutionnel. Mais la Cour a quand même assorti son texte de nombreuses réserves d'interprétation. Pourquoi émet-elle des réserves, à votre avis? Mais parce que les juges de la Cour qui sont là étaient en opposition avec leur propre conscience. Jamais dans l'histoire du Congo, on a vu une loi sortir ou franchir le contrôle constitutionnel avec autant de béquilles juridiques. Sans ces béquilles juridiques, la loi sur le référendum ne peut pas marcher et ne peut pas courir. Ça veut dire que les juges, dans l'intime conviction, avaient jugé que la loi Ngondakoy a violé littéralement la Constitution. Mais d'un côté, ils avaient les pieds au four de M. Tshisekedi. Donc, les juges ont préféré satisfaire la volonté de M. Tshisekedi tout en émettant ces réserves des droits qui, en réalité, fait perdre toute légitimité et toute légalité à cette loi. Mais nous comprenons, parce que ces juges existent là en toute irrégularité.
Il y a des juges qui ont dépassé les mandats dans cette cour-là. Il y a des juges qui ont arrivé à la cour sans respect des procédures. Donc, comme la faute de Toronto, ces juges existent à la cour par faute, les décisions ou les arrêts qu'ils prennent, si la cour existe, c'est suite à la volonté de M. Félix Tshisekedi. Il n'est pas inutile de rappeler que beaucoup de juges de cette cour existent là où ils sont en violation et de la Constitution et de la procédure. Il y a des juges qui ont dépassé les mandats. Il y a des juges qui sont morts, qui ont été remplacés, et certains ont un mandat quasi illimité. La procédure même de renouvellement de cette cour a été foulée aux pieds. Donc, ces juges-là ont une obligation, je dirais, ont une dette morale de M. Félix Tshisekedi, madame. Donc, vous voyez, ils sont dans une situation telle qu'ils ne peuvent pas être au service de la nation, mais plutôt au service d'un individu. Voilà pourquoi. Mais c'est pas un peu contradictoire d'émettre des réserves et d'être une forme de caisse de résonance du pouvoir de Kinshasa, selon vos dires? Mais ces réserves-là veulent dire quoi exactement? Veulent dire qu'en réalité, les juges étaient prêts à renvoyer cette loi, à la juger non conforme à la Constitution. Mais de l'autre côté, il y a M. Tshisekedi à qui ils doivent tout. Donc, ayant les pieds entre les deux fauteuils, ils ont choisi la voie de survie. Jamais dans l'histoire du Congo, madame, on a vu une loi franchir le contrôle constitutionnel avec autant de béquilles juridiques. Prince Epinguet, c'est vrai que sur le plan juridique aussi, vous dénoncez l'absence totale de voie de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle qui a pris cet arrêt. Est-ce que d'une certaine manière, ça n'arrange pas vos affaires aussi et ça justifie votre appel à la mobilisation dans la rue? Madame, comme je vous ai rappelé, on n'entendait rien de cette cour d'école. La cour est politisée, la cour est illégale, la cour constitutionnelle est illégitime. La loi Ngondankoy elle-même est une loi qui viole la Constitution et la même Constitution nous reconnaît le droit de tout rejeter, de tout combattre. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. Donc, nous continuons à mobiliser pour dire que la loi Ngondankoy est une loi qui viole la Constitution et nous continuons à mobiliser pour dire que le rôle de la Cour aujourd'hui, c'est de donner un troisième mandat à M. Tshisekedi. Et je peux même aller beaucoup plus loin, madame. Cette Cour-là, en 2023, aurait dû rejeter les résultats des élections générales de 2023 parce que la loi électorale en vigueur au Congo dit que le vote commence à 6 heures et s'arrête à 7 heures. Malheureusement, M. Tshisekedi et sa Cour, ainsi que la CENI, nous ont donné les élections les plus longues au monde pendant 7 jours et 7 longues nuits. Voyez-vous, en violation de la loi électorale et autres lois. Donc, nous avons rejeté déjà au niveau de la C64. Vous irez, quoi qu'il arrive, dans la rue le 15 août. S'il n'y a pas de signaux d'apaisement, nous n'aurons d'autre choix que de reprendre les rues du Congo, les manifestations pacifiques pour exiger le respect des lois. Nous ne demandons pas autre chose à M. Tshisekedi que de respecter les textes. Nous ne lui demandons pas de décrocher la ligne. Nous lui demandons simplement. Nous savons qu'il a échoué. Les Congolais n'ont rien à manger. Il y a l'insécurité partout, la pauvreté partout, le chômage, les populations n'ont de travailler partout dans le pays. Le Congo n'a pas de route, les populations n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Nous savons que dans 2 ans,
il doit partir. Merci beaucoup, Prince Epinguet. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la coalition d'opposition Lamouka, notamment l'un des porte-parole de la coalition C64 et l'un de ses cofondateurs. Merci pour cet entretien sans filtre. Merci à vous. Merci, madame. Merci pour l'invitation. Et je passe maintenant la main à la communauté. J'attends vos réactions et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.